Attention, vous écoutez un programme audioactif. Il y a 4 âges dans la vie de l'homme. Celui où il croit au Père Noël, celui où il ne croit plus au Père Noël, celui où il est le Père Noël, celui où il ressemble au Père Noël. Chez Comicsfare, on préfère ne pas préciser dans quelle tranche d'âge nous nous trouvons, mais on croit surtout que Noël est une excellente opportunité de se faire offrir des comics. Et pourquoi pas des comics qui traitent de Noël, car un peu comme tous les groupes de rock qui enregistrent leurs chansons ou leur album de Noël, tous les héros de comics ont connu des histoires en lien avec Noël. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler de Noël avec des épisodes uniques, mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants à nos yeux. Je suis Gré Pigeon et pour m'accompagner, celui qui a l'esprit de Noël chevillé au corps. En effet, il émet des pulls improbables toute l'année. Il installe son sapin tellement tôt qu'il en est déjà à son 3e. En plus, il se laisse pousser la barbe du Père Noël tant et si bien que le portrait que Bill Sienkiewicz a préparé ne lui ressemble plus. Voici Spade. Ho ho ho. Je suis en vert. Non, c'est pas celui-là, désolé. Alors, on va parler de quoi cette semaine? De beaucoup de comics et j'ai l'impression qu'on a fait une section qui est quand même pas trop dégueu. Ça va. Alors comparé à l'épisode avant. Alors je rappelle les règles, un DC, un Marvel, un titre indé chacun, et on commence tout de suite avec toi Spade, et on commence à aller avec cette fois-ci avec Marvel. Tu as choisi quoi? Donc, parlons de Noël, parlons de la guerre du Vietnam. Non. Donc là, on va parler en fait de la série The Nam. Ouais. Donc, qui a été publié chez Marvel. Le numéro 11, exactement, qui a parlé de Noël au Vietnam. Ouais. On s'éclate à Noël au Vietnam. Ah, mais ouais. Donc, en gros, cet épisode, c'est l'histoire d'une escouade qui est cantonnée au Vietnam et qui espère pouvoir fêter Noël tranquillement. Et forcément, au Vietnam, quand t'es en pleine guerre, c'est un peu difficile. Et donc en fait la série The Nam, il y a que les 2 premiers épisodes qui ont été publiés en France chez Delcourt en 88, la série datant de 86. Et c'est donc une série qui traite donc de la guerre en elle-même, et ça a été écrit par Doug Murray, qui est donc un vétéran du Vietnam, qui était ça se sent. Ouais, et en fait c'est un ami de Larry Hama, qui est donc un célèbre éditeur et auteur de Marvel, qui a donc notamment créé la série de comics G.I. Joe. Il écrit toujours. Ouais. Et en fait Larry Hama était au Vietnam avec Doug Murray, et c'est à l'époque où il travaillait où Larry Hama travaillait sur Savage Tales. Donc c'était un magazine noir et blanc. Il a contacté Doug Murray pour savoir s'il voulait pas écrire une histoire en comics sur la guerre du Vietnam. Doug Murray s'est exécuté. Ça a plu à Marvel qui l'ont fait, et si tu faisais une série complète. Donc en fait le concept de The Nam, c'est très particulier parce que donc la série est un mensuel. Chaque épisode en fait elle se passe 1 mois exactement après le précédent. D'accord. Mais elle correspond en fait à ce qui s'est passé donc 1 mois avant, mais à l'époque du Vietnam. Donc en gros, la série a duré 7 ans de mémoire, et ça couvre en fait le conflit de 65 à 73. D'accord. Et c'est vraiment une série qui est très très humaine, qui en fait va te parler de l'horreur des conflits avec des grosses scènes d'action, mais aussi en fait tout simplement avec le regard des hommes qui étaient là-bas et de la manière dont ils en sont franchement pas sortis indemnes. Et là, je trouve que cet épisode, il met vraiment ça en avant. Ouais, tout à fait. C'est une espèce de tranche de vie. On est dans le quotidien de ces hommes dans le camp au moment de Noël. Ouais. Il y a pas de scène très héroïque dans cette histoire. C'est juste des hommes qui sont là, qui n'ont pas envie d'être là, très clairement, mais qui n'ont pas le choix. Voilà, qui regrettent d'être là, en plus ils voient un de leurs copains qui a quelques jours de la quille. Ouais. Et le truc, c'est que peut-être va-t-il arriver à partir en vie, peut-être pas. Et c'est une question qui se pose plusieurs fois à travers le comics, quoi. Et il y a des scènes qui sont tout bonnement terrifiantes. La scène de l'enfant. Ouais. C'est un comics très émouvant. Alors, il a fait écho à un titre dont on parlera un petit peu plus tard. C'est très différent dans le sens où là, il y a vraiment pas de héros. On est en empathie avec les personnages, mais personne n'a comment dire, ne réagit de manière super, entre guillemets, super héroïque. C'est des hommes normaux qui sont dans une situation extraordinaire. Et tu vois, c'est une série qui me fait regretter le contrat d'exclusivité qu'a Panini sur les titres Marvel. Ouais. Parce qu'ils vont jamais la sortir. Honnêtement, je pense pas que c'est l'équipe de Panini France qui bloquerait. Je pense que Jérémy Manès
Bires Comics s'il aurait envie de publier. C'est plutôt la direction italienne qui est pas du tout pour la sortie de ce genre de titre. Mais en même temps, tu parles de Panini, mais à ma connaissance, ce titre Marvel ne le sort pas non plus. Peut-être. Ouais. Non, je crois pas qu'il soit disponible en relié. Hein. Mais c'est con parce que c'est vraiment une super série. En plus graphiquement, donc on a Mike Golden au dessin et j'adore le style qu'il donne. Ouais. C'est un style à la fois très réaliste et très cartoon. Ouais, c'est exactement ça. Et vraiment, c'est une très belle série humainement et graphiquement, quoi. C'est si vous avez l'occasion de tomber sur presque 80 numéros au total, franchement, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Pour toi, en fait, t'es parti sur un truc un peu plus optimiste, je crois. Ah ouais, en fait, en gros, il y a deux types d'histoires de Noël. T'as les histoires émouvantes et bouleversantes, comme celles dont tu viens nous parler, et t'as les histoires amusantes. Là, on est clairement dans la deuxième catégorie. Hein. Ce qui fait de cet épisode, c'est pas un immanquable dont on va se souvenir de notre vie, mais c'est un petit bonbon sucré qui fait du bien au moment de la lecture. J'ai choisi Spider-Man Toggle Web numéro 21, sorti en février 2003, écrit par Darwyn Cooke et dessiné par Jay Bone, qui est, en fait, moi, je l'ai vu après que c'était lui le dessinateur. Je pensais que c'était Darwyn Cooke qui l'avait dessiné. Hein. C'est vraiment dans son style. C'est à la fois dans son style, mais je trouvais ça trop proche du style de Bruce Timm Mais ça aurait pu être du Cooke. Pas du Cook de la fin, pas du Cook de The New Frontier, mais du Cook d'avant. Ouais. Au début de Catwoman, tu vois, de cette époque-là, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Donc moi j'ai noté dans mes notes, Jay Bone, il fait penser à Cook, mais en moins beau. C'est un peu ça. C'est ça. Mais c'est cartoony, c'est mignon. Ouais. Donc de quoi ça parle? Alors, nous sommes la veille de Noël, il neige beaucoup. Et Peter décide d'emmener un groupe d'enfants qui sont abandonnés à la fête de Noël du Daily Bugle. Alors, on va avoir droit à des scènes hilarantes avec J. Jonah Jameson et les enfants. Et Betty Brandt également, pendant que Mary Jane de son côté, elle est bloquée par le blizzard et elle ne pourra pas être à la maison pour Noël. C'est une histoire assez classique. Au même moment, on a Crystal, l'inhumaine, qui demande l'aide des 4 Fantastiques pour retrouver sa sœur Médusa qui a disparu. Et là, c'est bizarrement, on va retrouver Sue Storm des 4 Fantastiques, Crystal et Janet Van Dyne, la guêpe, qui vont se retrouver au grand magasin Macy's pour faire des achats de Noël. Parce que effectivement, c'est pas toujours facile de trouver un cadeau pour Black Bolt, on vaut mieux s'y mettre à 3. C'est alors que le Puppet Master fait son apparition. Il a ni plus ni moins pris le contrôle du Spider-Man du centre commercial, parce que Macy's, c'est pas des Pères Noël qu'on a, c'est des Spider-Man, et qui n'est autre que Flash Thompson. Et il a aussi pris le contrôle de Médusa dans le but diabolique de ruiner le Noël des clients, et tant qu'à faire de s'enfuir avec la caisse. C'est une histoire de Grinch. Ouais, c'est vraiment fun. Hein, c'est assez bête. L'histoire importe peu, en fait, ce qui compte, c'est les gags. Ah oui, moi, le Papa San me fait rire, c'est quoi? Darwyn Cooke, c'était un excellent dessinateur, mais pour faire des scènes rigolotes comme ça, il était très très bon aussi. Hein. Ouais. Alors, juste pour contextualiser un petit peu la série, Tangle Web of Spider-Man, c'était une série anthologique que Marvel avait développée à la fin des années 90. Elle faisait suite à Web Spinner, qui était sorti en 98, qui revenait sur les histoires méconnues du passé de Spider-Man, alors que le but de Tangle Web, elle a été lancée en même temps que le run de Straczynski et Romita Jr. sur Amazing Spider-Man, et c'était en fait d'attirer des grands noms du comics de l'époque. On a eu du Carfenis, du Gray Rucka, du Paul Pope ou Darwyn Cooke. Et fallait qu'il raconte des histoires autour de Spider-Man, mais pas nécessairement mettant Peter en avant. C'était les personnages secondaires qu'on devait voir. Donc dans cet épisode, on voit énormément Betty Brandt, on voit beaucoup JJJ, on voit beaucoup Flash Thompson, mais c'est effectivement Peter Parker a un rôle secondaire. Et sur les 22 épisodes qu'a compté la série, Darwyn Cooke en a signé 2. Le numéro 11 qui était consacré à la Saint-Valentin et ce numéro 21 consacré à Noël. Et voilà. C'est normal, Darwyn Cooke n'est que joie et amour. Ouais. Donc c'est un parfait petit one-shot sur le thème des vacances, moi qui m'a donné le sourire du début à la fin. C'est vraiment l'autre côté de la pièce par rapport à l'épisode NAM dont tu as parlé tout à l'heure. Hein. Là, on est dans l'esprit de Noël. Si tu lis ça le 24 décembre avant d'aller te coucher, tu seras content. Quoi. Voilà, et c'est typiquement en fait le genre de titre à lire avec des gamins. Quoi. Ouais. Et bien sûr, inédit en VF. Inédit en VF. Il y a quelques épisodes de la série qui sont sortis chez Marvel France, je crois, notamment dans la collection Spider-Man hors série, dans le début des années 2000. Mais cet épisode-là, lui, n'est jamais sorti. Mais non, c'est vraiment un excellent titre. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Hein. JJJ qui kidnappe le cœur d'une petite fille, ça m'a beaucoup fait marrer, ça. Là, c'est hilarant. Évidemment, il joue vachement sur les côtés exagérés des caractères des personnages. JJ, il est irascible comme jamais il a été. C'est ce qui rend l'épisode très drôle. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment chouette. Puis la dernière page, elle est sublime. Je sais pas, on va peut-être choisir celle-là comme illustration pour l'épisode, mais elle est vraiment, vraiment chouette. C'est justement ce que j'étais en train de préparer. Donc, tu vois, là, on est presque obligé de choisir celle-ci, quoi.
Ouais, c'est le plus simple. Disons que Nam, c'est Voilà. beaucoup moins choix. Allez, on va enchaîner avec DC. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Donc j'ai choisi Christmas with Super Heroes numéro 1. Un classique. Un classique, oui et non, parce qu'en fait c'est une anthologie d'histoires déjà publiées avant. Ouais. En fait c'était Christmas with Super Heroes, il existe 2 numéros. Ça reprenait en fait des histoires de Noël tirées d'autres titres. Et là, en fait, l'histoire qui nous intéresse, c'est celle qui était publiée dans DC Special Series numéro 21. T'es sorti dans les années 70. Tout début des années 80, en fait. D'accord. En fait, l'histoire, c'est celle de Batman qui va enquêter sur un casseur de coffre qui bosse en tant que Père Noël dans un grand magasin, dans le but de voler le magasin, mais qui au final décide de se racheter une conduite parce que les gens sont tellement gentils avec lui parce qu'il est le Père Noël. Mhm. Et en fait, c'est une histoire classique de Batman pour l'époque. Alors, Il y a... la raison, je sais pourquoi tu as choisi cet épisode. C'est pas pour l'histoire. Bah non, c'est parce que c'est écrit par Denny O'Neil. Et dessiné par... par Frank Miller, juste avant qu'il commence à bosser sur Daredevil. Ouais. En fait, c'est son premier travail officiel sur Batman. Il avait fait quoi d'autre avant? Parce que moi je sais, il y a l'histoire très célèbre de sa rencontre avec Neil Adams où il a montré ses dessins à Neil Adams et Neil Adams lui non tu feras jamais dessinateur, tu sais pas bosser. Non, il avait bossé sur pas mal. En fait, il avait fait des boulots de commande où il était à peine crédité et compagnie. Et là, en fait, c'est la première fois qu'il va bosser sur Batman. C'est juste avant qu'il parte chez Marvel et qu'il commence à devenir la légende qu'il est. C'est très propre au niveau dessin. Hein. Bah oui, ça surprend quand on voit du Frank Miller maintenant. Je penserais même pas à ça parce que Frank Miller sur Daredevil, c'était vraiment superbe déjà aussi. Hein, mais ouais. je trouve vraiment sur Batman, là, on retrouve pas du tout le style qu'il aura sur le Dark Knight Returns. Hein. Ouais, non, c'est vraiment là, il a un style très Neil Adams justement. Ouais. Bah c'est son influence majeure de ses débuts. Hein. Ouais, mais par contre, tu vois déjà qu'il y a des mises en page Frank Miller qui sont Frank Miller. Quoi. T'as notamment une page où Batman va accoster une personne dans un bar pour avoir des infos, et tu vois en fait le bar vu du haut en 3/4 et l'ombre de Batman qui forme le logo Batman, et t'as un ventilateur à côté qui forme un logo radioactif. Tu comprends le danger tout de suite avec le ton jaune. C'est typique de Frank Miller, mais c'est pas typique du Frank Miller de cette époque-là. On va pas se mentir, hein, l'histoire est vraiment anecdotique. Ce qui compte vraiment, oui, si on aime Frank Miller, ça vaut le coup de le lire pour voir les débuts d'un jeune dessinateur. Voilà, et de toute façon, les 2 Christmas with the Super Heroes sont assez facilement disponibles en VO et pas cher. C'est ça qui est intéressant, et surtout en fait il y a tellement de légendes qui sont publiées dans ces anthologies là. Frank Miller pour le coup, Neil Adams, on a donc Garcia Lopez qui fait une histoire aussi. Ouais. C'est sur la Légion, je crois. Non, la couverture, c'est la couverture de Garcia Lopez avec la Légion. Et ça doit être Teen Titan qui fait, non? Ouais. Et t'as Len Wayne qui va écrire des scénarios, et Dennis O'Neil bien sûr. Franchement, si vous aimez le DC Classics, c'est 2 petits volumes à acheter qui pourraient être très bien sous le sapin. Ouais. Toi, t'as choisi un titre un peu plus dur. Oui et non. Il est dur effectivement, mais il se finit bien. Alors j'ai choisi le Sergent Rock 414. L'épisode s'appelle The Shining Star, qui est sorti en 1987 aux États-Unis, avec Robert Kanigher au scénario et Andy Kubert, un jeune Andy Kubert au dessin. Et une couverture de papa. Voilà, c'est ça, Andy Kubert qui prend la suite de son papa Joe, qui a longtemps dessiné le Sergent Rock. Alors, de quoi ça parle? En traversant l'Italie, le Sergent Rock se remémore une vieille histoire qui concerne son père pendant la Première Guerre mondiale, une histoire bien connue, celle d'un Noël dans lequel sa compagnie avait combattu en France contre les soldats allemands, et à minuit le 24 décembre, les 2 camps ont cessé la bataille et ont célébré Noël ensemble. Alors c'est un événement réel, même si en fait dans les faits, il a eu lieu sur le front de l'Ouest en 1914 et un petit peu encore en 1915, donc bien avant que les Américains soient impliqués dans le conflit. Donc le père de Sergent Rock n'a pas pu assister à ça. Alors juste pour info, je ne savais pas, mais il y a eu la même chose sur le front de l'Est, mais par contre c'était pas à Noël, c'était à Pâques. Il a eu un cessez-le-feu de la même manière, en 1916 notamment. Alors, retour en 1943 dans cet épisode de Sergent Rock. C'est la veille de Noël et la Easy Company du sergent arrive dans un village apparemment désert jusqu'à ce qu'un char Panzer allemand surgisse pour attaquer les hommes et à coups d'obus. Et Rock va détruire le char en lançant une grenade dans le canon. Donc là, on est vraiment dans l'héroïsme pur, hein, totalement en opposition de ce qu'on racontait tout à l'heure pour The Nam. Voilà, c'est autant ceux de The Nam, c'est des hommes normaux balancés dans un conflit anormal,
que Sergeant Rock, c'est un homme extraordinaire dans un conflit normal. Voilà. Enfin, normal. Ouais. Et si un conflit peut être normal. Voilà. Après cet événement, donc sachant l'endroit grouillant de nazis, Rock va être en reconnaissance et tombe nez à nez avec deux villageois italiens, Giuseppe et Maria, qui se déplacent dans la neige sur une vieille mule, et Maria est très 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 enceinte et même sur le point d'accoucher. Rock va se prendre en amitié avec eux et va craindre pour leur sécurité, donc il va les conduire dans une grotte pour que Maria puisse donner naissance à son enfant. Et c'est là que des soldats nazis vont trouver Rock à l'entrée de la grotte, et celui-ci va leur proposer de se rendre s'ils promettent de laisser Giuseppe et Maria tranquilles. Les nazis ne croient pas en fait qu'il y a une femme sur le point d'accoucher dans la grotte, et ils sont prêts à ouvrir le feu pour tuer Rock jusqu'à ce qu'ils entendent le cri d'un bébé qui pleure. C'est tout comme ce qui s'est passé 30 ans plus tôt avec son père, hein, le miracle de Noël opère et les adversaires décident de rester là, de se retirer. Voilà, on refera la guerre le lendemain. Alors c'est un épisode assez court, hein, il fait 17-18 pages, quelque chose comme ça. Moi je l'ai trouvé très 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 émouvant. Donc on revient sur l'horreur de la guerre, non seulement pour les hommes qui la font, mais aussi pour les civils qui la subissent. Et comme tu disais, hein, l'horreur de la guerre ne fait pas oublier une certaine part de leur humanité à quelques-uns d'entre eux. Et ils oublient pas pourquoi ils se battent. Sergeant Rock il est extraordinaire, hein, il fait des choses extraordinaires sur le champ de bataille, mais c'est aussi un héros parce que les choix qu'il fait, le choix qu'il fait de se sacrifier, ça fait de lui encore plus un héros, je trouve, que ce qu'il fait avec le char, quoi. Voilà, en fait, le truc, c'est que Sergeant Rock, ça pourrait tellement être un des 12 salopards, mais au final, c'est sa part d'humanité et le fait qu'il ait vraiment une conscience morale qui fait que c'est un personnage aussi important, quoi. Extraordinaire. Ouais. C'est un personnage que j'aime beaucoup déjà parce que graphiquement la famille Kubert en général, je suis très fan de ce qu'ils font. Ouais. Mais surtout parce que c'est juste pas une machine à tuer alors qu'il pourrait, quoi. C'est pas Rambo 3, quoi. C'est la même époque que The Nam, mais on montre la guerre, on montre le côté héroïque des combattants, alors que The Nam montrait le côté futile de la guerre, le côté et c'est pas le même conflit. Exactement, aussi. mais ça montre exactement la manière dont les conflits sont perçus aux États-Unis. Les hommes sont rentrés en héros de la Seconde Guerre mondiale et sont revenus en perdants du Vietnam. Mais les deux séries, Sergeant Rock, doit y avoir quasiment 450 numéros sur la série principale. Je conseille pas forcément de les acquérir non plus, mais franchement, ça reste des classiques. Moi, j'aime bien lire un épisode de temps en temps, donc j'étais content de pouvoir en choisir un pour cet épisode, parce que ça fait toujours plaisir de relire. C'est toujours bien écrit, c'est bien dessiné. Ouais, mais tu vois, autant il y a des anthologies de, par exemple, de Tarzan de Hogarth, ou Flash Gordon par Alex Raymond, que des anthologies Sergeant Rock par Joe Kubert. Honnêtement, avec les épisodes classiques des débuts, honnêtement, j'aimerais avoir ça dans ma collection. Ouais. Ça, très clairement. Dans une belle édition, pas forcément une édition classique d'Urban, vraiment un truc comme est capable de faire Delirium ou Achilleos. Mais malheureusement, les 450 numéros et aucun éditeur français. Non, mais on pourrait avoir une sélection anthologique. Hein. Mais malheureusement, donc cet épisode en tout cas n'est jamais sorti en français et même en VO. Il n'a jamais été collecté. On le trouve qu'en single. Ouais. Bah oui, même DC, il prend pas le risque de publier et tout ça, quoi. C'est ça qui est triste, c'est d'avoir autant de bijoux et puis de les laisser, quoi. Bon, après, le single se trouve facilement. Ouais. Alors, on va finir notre sélection avec la partie 1D. Et qu'est-ce que tu nous as choisi? En fait, j'ai choisi un truc très très simple, vu que l'histoire, elle fait 4 pages. Ouais, c'est vrai que là, ça m'a pas pris longtemps de lire, celui-ci, hein. Ah oui. C'est le Bone Holiday Special. Donc, en fait, un épisode spécial pour Noël qu'avait fait James Smith dans sa série Bone. En fait, l'épisode c'est plutôt une longue interview. Les 4 pages de dessin, c'est presque un bonus par rapport à l'interview qui vient dans l'épisode. En fait, c'est ça, ouais. Et le truc, en fait, c'est que c'était juste un numéro sorti comme ça pour faire patienter le temps que le reste de la série classique sorte. Et c'est juste, en fait, l'histoire des cousins Bone, de Sorn et de la grand-mère qui décident de fêter Noël. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et le truc, pourquoi j'ai décidé de parler de ce numéro, c'est pas pour les qualités du numéro, même si j'adore le dessin de Jeff Smith. C'est juste parce que Noël, c'est l'occasion, en fait, de partager un moment avec les enfants. Et que je crois qu'il y a aucune série autre que Bone qui permet de passer un moment de lecture avec un gamin en bas âge aussi facilement, quoi. Ah oui, là, c'est parfait. C'est que tu sois un adulte, hein, que tu sois un aigri de 40 ans comme moi ou un gamin de 5 ans qui vient d'ouvrir tes cadeaux,
Bone, ça marche toujours, quoi. Ouais, non, c'est mignon tout plein. En plus, l'épisode se termine avec Bone qui partage son repas avec les monstres de la forêt. Ah, bah, ils nous ont tellement gavés. La dernière case, elle est hilarante, d'ailleurs. Ah oui, ta gueule, laisse faire, et mange tes quiches. Et mange tes quiches, oui. Non, mais voilà, c'est typiquement dans l'esprit de Bone. Et puis, Bone, oui, si vous avez jamais lu, si vous aimez l'heroic fantasy, lisez-le. Si vous aimez les séries comiques, lisez-le. Ouais, c'est plutôt pour le côté comique que je conseillerais, parce que l'heroic fantasy, c'est presque un prétexte. Ouais, mais c'est une série qui évolue, quoi. Tu prends, le début est très comique et le ton, en fait, va devenir de plus en plus dramatique. Et au final, que t'as des scènes, tu vois, que tu conseillerais pas forcément des enfants à la base. Pour le coup, j'ai jamais fini Bone, j'ai lu que le début, donc tu vois, j'ai pas vu ce côté dramatique. Fait, ça commence comme Willow et ça finit comme le Retour du Roi, quoi. D'accord. C'est vraiment une série qui évolue tout du long, mais c'est une série qui reste accessible aux enfants, même s'il y a des traumatismes, mais c'est des traumatismes du genre que nous on a vécu quand on était gamin, genre cette saloperie de cheval, hein. Là, on a mis tous les anciens PLS, c'est ça. Non, mais voilà, mais le truc, c'est que c'est vraiment une série qui est incroyable. Et vraiment, si vous voulez passer un moment avec vos enfants ou vos petits neveux et nièces à lire un bon comics ensemble, Bone, c'est parfait. Et on va non, juste avant de finir, est-ce que tu sais si c'est sorti en français Non, il est pas disponible, il a jamais été réédité en français, quoi. C'est dommage. Ouais. Bon, on va se quitter avec mon choix. Et vous nous connaissez sur Comics Fair. Je crois que ça doit bien faire 2 épisodes qu'on n'a pas cité Grant Morrison. Donc moi j'étais pas bien. Donc ouais. Il a fallu que je choisisse un titre de Grant Morrison. Et on parle de Noël. Donc évidemment j'ai choisi. Je savais tellement que t'allais prendre un titre de cette série. Je suis tellement prévisible. Alors par contre tu me diras ce que t'en as pensé après. Mais donc j'ai choisi Klaus and the Crying Snowman, sorti l'an dernier pour Noël 2018. Donc Grant Morrison au scénario et Dan Mora au dessin. Alors Klaus, c'est une mini-série de 7 épisodes créée en 2015. Et au départ, c'est une simple origin story du Père Noël. Et au fur et à mesure des années, donc Grant Morrison revient sur le titre pour nous sortir un one-shot tous les Noëls. Et ça lui permet de développer une vraie mythologie et un casting de personnages qui s'étale sur des décennies avec Klaus au centre de son univers. C'est Klaus, donc c'est le Père Noël, mais dans une version plutôt badass. Donc cette mini, elle a connu une suite, le One Shot The Witch of Winter, paru au Noël 2016, qui était un conte dans lequel Klaus retournait sur Terre après avoir été absent sur la Lune pendant des décennies. C'était pas mal. La suite, un autre one-shot paru en 2017, Crisis in Christmasville, était plus intéressant, plus ambitieux. Mais pour moi, le meilleur épisode de toute la série, c'est celui-là. Klaus and the Crying Snowman, qui est sorti. Donc c'est le 3e one-shot de Noël d'affilée. Et voilà. De quoi ça parle? L'histoire commence avec un bonhomme de neige, Sam, qui se lamente de n'avoir pas pu aider Klaus, mais celui-ci, dans un grand sourire, lui répond que, au contraire, il s'est comporté de manière admirable. Donc la suite de l'épisode est un flashback qui va nous expliquer comment on en est arrivé là. Klaus, accompagné de son lot de combat, mais va combattre un monstre arbre cyclope. oui. Un cyclope. Voilà. Avant de faire face à une armée de ces arbres et d'en finir avec eux avec l'aide d'autres Pères Noël, à savoir Julegoth, le Santa scandinave. Moi qui suis à moitié norvégien, ça m'a fait plaisir. Et Father Frost, le Santa roumain. Et moi qui suis à moitié roumain, ça m'a fait encore plus plaisir. Alors, petit à petit, Morrison est en train de monter une vraie équipe de Père Noël. Et moi, je trouve que ça promet vraiment pour la suite. J'ai hâte de voir s'il va les réutiliser. Et ces Pères Noël vont faire face à une menace venue de l'espace, une comète qui pourrait être la source de ces arbres cyclopes et surtout la cause d'un nouveau Ragnarok. Et donc à ce moment-là, Klaus va faire la rencontre de Sam, donc un homme de neige complètement perdu. Et je m'arrête là pour pas divulgacher la suite de l'épisode que je trouve vraiment super. Parce que Klaus and the Crying Snowman, c'est donc un récit d'invasion extraterrestre, c'est l'histoire d'une apocalypse, mais qui se résout par la gentillesse, le pardon, la communication, l'amour et la foi. C'est un titre Dark Horse, mais qui pourrait très bien être édité par DC ou Marvel, parce que ça a la richesse... oui, j'ai dit Dark Horse, c'est un titre... Boom, pardon, oui, tu as raison. Mais c'est un titre qui est aussi épique que n'importe quel event DC ou Marvel. Hein. Bah, c'est simple, en fait, il a fait la Justice League de Noël. Des Pères Noël, ouais. Et en plus, pour un titre Boom, on a des dessins incroyables. C'est des dessins d'une qualité de DC ou Marvel. Dan Mora, il est extraordinaire. Ah graphiquement, le titre est irréprochable. D'un point de vue scénaristique... Ah, t'es pas d'accord avec moi? En fait, le problème que j'ai avec ce titre-là, j'ai fait l'expérience avec ma moitié pour être sûr de la sensation que j'avais, c'est que si tu as jamais lu Klaus, tu peux aller te faire foutre. Ah ouais. C'est imbitable. Ah ouais, c'est possible. C'est le truc, c'est incompréhensible. Tu ne comprends rien à la mythologie. Tu comprends pas que Klaus, c'est vraiment le Père Noël. Ah ouais. Enfin, c'est dit, mais tu comprends pas pourquoi il est comme ça. Ouais.
C'est les personnages sont balancés. Hey, salut, c'est moi. Il y a aucune présentation des personnages. C'est vrai que les personnages qu'on voit, on les a vus dans le one shot précédent. Ouais. Et Grant Morrison estime qu'on les connaît maintenant. Et on les a vus dans un épisode il y a un an, effectivement. Ouais, moi, il a fallu que je les relise pour comprendre. Et donc ma copine qui avait jamais lu Klaus, elle, en fait, j'ai eu la sensation en relisant le titre parce que ça faisait un an que j'avais pas lu, hein, forcément. Ouais. Et j'avais le sentiment d'être complètement perdu. J'ai fait lire ça à ma copine et elle m'a dit je comprends rien à ce qui se passe. Alors là, il y a le Père Noël qui a un loup qui est en train de se battre à coups d'épée contre des arbres géants. Ça part sur la lune, ça va du côté de Titan, il y a une comète, il y a tout qui se rajoute et tu fais waouh. C'est Grant Morrison. Hein. Ouais, non mais là c'est Grant Morrison qui a abusé du PCP hein. Pourtant, je trouve que c'est un des titres les plus accessibles de Grant Morrison, mais c'est vrai que il a fallu que je relise les épisodes précédents. Pris indépendamment, c'est dur. C'est dur. Ouais. Après, la conclusion de l'épisode, elle est toute en beauté. Ah, c'est le miracle de Noël. Et donc, non, c'est un bon épisode si tu connais Klaus. Si tu connais pas, fuyez. Vous lisez Klaus. Déjà, en plus, c'est publié chez Glénat. Ouais. Il y a 2 tomes chez Glénat, donc lisez la série parce qu'elle mérite le... Et je pense, donc cet épisode, il est pas disponible encore en français, mais vu qu'il y a un nouvel épisode qui sort là, dans une semaine, au moment où on enregistre, je pense que Glénat ressortira un tome avec le Crying Snowman et le nouvel épisode de 2019. Je pense aussi. Et puis, franchement, Klaus, c'est pas perdu parce que c'est vraiment une très bonne série. Et puis, Dan Mora, c'est un dessinateur que je regrette de voir qu'une fois par an, quoi. Bah, non, et ça y est, il a son titre ongoing avec, Karen Gillan. Toujours chez Boom, une excellente série qui s'appelle Once and Future, mais vraiment une très bonne surprise. Je déteste Karen Gillan, mais Once and Future, c'est vraiment génial. Ok, je vais jeter un œil alors, parce que franchement, c'est un excellent dessinateur qui mérite d'être mis beaucoup plus en avant. Alors, on va se quitter en musique. Et là, Spades, tu n'aimes pas nos auditeurs. On le sait, mais une fois de plus. Ça va rappeler des souvenirs. Tu vas le prouver. Ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens de nos auditeurs. Un bon petit compagnie créole pour fêter Noël. Quoi de mieux? Le soleil, la l'impression de me retrouver chez Guy Lux. Ou chez Jacques Martin. C'est un peu ça. Allez, joyeuses fêtes et à bientôt. Salut. Joyeux Noël à tous.